Hola, hola! Bienvenue sur ce nouveau podcast. On va parler d'entreprendre grâce au design parce que oui, c'est possible, mais il y a des façons de faire pour pas finir fauché et exploité. Tout ça, c'est ce qu'on va discuter dans cette série de 3 épisodes. Là, vous écoutez la première partie qui est la vision et le mode de vie. Ce qui va être intéressant dans le design, c'est que on peut l'utiliser pour façonner une vie de rêve. C'est-à-dire construire la vie que vous voulez avoir. Tout simplement, vous allez vous demander qu'est-ce que vous voulez. C'est l'étape du cahier des charges, l'étape de l'immersion, pour ceux qui suivent un petit peu le process de design. Une fois que vous avez clarifié tout ça, vous allez vous intéresser maintenant à comment j'y parviens. L'étape d'idéation pour trouver des solutions. Mais votre comment, il ne peut pas reposer uniquement sur ce que vous savez faire ou ce que vous pensez faire, ou pensez qu'il est possible de faire. Parce que c'est toujours plus difficile de penser des solutions pour soi-même, vu qu'on a souvent beaucoup plus d'œillères. Donc à ce moment-là, il va falloir essayer d'observer ce qui se passe autour de vous. De voir en fait, par exemple, différentes personnes, comment elles utilisent le design pour structurer leur entreprise, comment en fait elles surmontent certaines difficultés. Nourrissez-vous à fond et faites-vous aussi accompagner par rapport à ces sujets-là. Je le dis ici parce que j'ai aussi un accompagnement Design My Business qui vous permet de designer une entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, en fait, c'est pas évident de casser ses propres blocages. Moi-même, en fait, en parallèle de mes différentes entreprises, je suis des accompagnements, des formations. Je lis aussi pas mal d'ouvrages qui m'aident aussi à voir les choses différemment. Parce que quand on est ancré dans des schémas de pensée depuis un long moment, c'est pas toujours évident de pouvoir faire changer les choses. Alors, déjà, on va venir sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est la vision et le deuxième, c'est le mode de vie. Prenons la vision. Qu'est-ce qu'une vision? Alors, c'est un terme que j'utilise souvent pour qualifier le fait de savoir ce que vous voulez en termes à titre personnel et aussi professionnel. Là, on va plutôt s'intéresser au côté professionnel. En fait, votre vision, c'est comment vous percevez le monde. Pourquoi, en fait, vous voulez utiliser vos compétences de design ou vos compétences en tant qu'individu sur la société? Qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre impact? C'est ça, en fait, votre vision. Si c'est plus simple pour certains d'entre vous, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'est l'ikigai. C'est un peu votre raison d'être, si on peut le dire comme ça. Pourquoi c'est important d'avoir une vision? Parce qu'en fait, en tant qu'individu, surtout quand on est dans les domaines créatifs, on va utiliser notre créativité, mais la créativité est une extension de nous-mêmes. Elle va se porter sur quelque chose. Et généralement, si vous ne connaissez pas votre vision, votre façon de faire, vos valeurs, comment vous voyez le monde, vous n'allez pas totalement être conscient de ce que vous allez concevoir. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, J'accompagne souvent des projets et des écoles dans lesquels on fait des projets avec notre incubateur pédagogique via l'association Novum Novem sur le vieillissement. Et en fait, c'est assez flagrant en fait de voir que dès qu'on va toucher à un sujet en fait qui touche à l'éthique ou à des enjeux autour du handicap, la vision des personnes va s'exprimer. Ça fait comme une sorte de polarité. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir toutes les personnes qui ont une vision très empathique et qui vont considérer, par exemple, la personne senior comme un individu en tant que tel qu'il faut respecter, qu'il faut préserver. Et de l'autre côté, on a en fait les designers qui vont en fait avoir des représentations très limitantes, voire discriminantes. C'est pas volontaire, bien sûr, je précise bien ça. C'est juste qu'en fait, on n'est pas toujours conscient des modes de représentation sociétales qu'on a tendance à reproduire ou tout simplement qui nous ont été inculquées ou que nous avons nous-mêmes développées. Et c'est là où le fait d'être clair sur sa vision va éviter, par exemple, de s'amuser systématiquement à considérer que les personnes seniors, elles ont besoin de porter du beige et qu'elles ne savent pas marcher, qu'elles ne peuvent pas avoir de discussion. Vous voyez, en fait, c'est ce type de représentation. Votre vision permet en fait d'identifier quel est l'impact positif que vous voulez avoir sur la société. Je vais vous donner un exemple de vision. Par exemple, on va avoir comme vision, j'aide les organisations à développer des projets plus éthiques grâce à une analyse fine des besoins. Donc ça peut être par exemple un exemple de vision.
Et du coup, dans votre vision, généralement, il y a plusieurs axes. C'est-à-dire que vous avez un axe qui est dominant, c'est l'axe qui va s'exprimer le plus au travers de votre pratique de design. Donc là, par exemple, il y avait j'aide les organisations. Vous pouvez être sûr que la personne, elle est très forte sur une dimension systémique, organisationnelle, gouvernance, relationnelle. Donc en fait, dans son axe 1, c'est un axe qui est par exemple du type j'aime faire en sorte de penser les organisations autour des individus. Mais ça s'exprime pas uniquement dans son cadre de design. Ça s'exprime dans sa vie. Ça va être une personne qui a une attention, par exemple, quand elle fait un anniversaire, à faire en sorte que ses amis puissent bien échanger les uns avec les autres. C'est ce genre de choses-là. En fait, votre vision, elle est aussi forte à titre personnel qu'à titre professionnel. C'est juste que le professionnel, c'est un nouveau terrain de jeu. Mais c'est ce que vous êtes foncièrement. Et en fait, une fois que vous comprenez ce que vous êtes, vous allez en fait pouvoir l'utiliser pour votre entreprise. Donc, vous stabilisez votre vision, qui peut du coup avoir 2 à 5 axes la plupart du temps. Je précise que c'est assez rare d'avoir des personnes qui ont un seul axe, c'est-à-dire une sorte de monofocale sur, par exemple, moi, mon objectif, c'est de favoriser, de développer de nouvelles relations entre les individus avec beaucoup plus d'éthique et des relations plus approfondies. C'est très rare d'avoir une seule focale comme ça, mais généralement, il y a des sous-axes qui vont avec. Bon, c'était une petite aparté. Tout ça pour vous dire que une fois que vous avez votre vision, vous allez pouvoir en fait vous demander dans quel domaine et secteur d'activité elle s'applique. Dans quel domaine et secteur d'activité vous allez être des queens et des kings. Voilà, tout simplement. Parce que par exemple, si on reprend la vision plus relationnelle, vous avez un boulevard dans toute la partie intelligence collective, participation citoyenne, et un boulevard énorme sur la partie également managériale. En gros, là où il y a des gens ou dans les RH, vous allez kiffer. C'est là où vous êtes naturellement super fort. Donc en fait, naturellement, il serait intéressant, voire pertinent, de positionner votre structure dans ces secteurs-là. Donc en fait, vous comprenez, l'idée, c'est de partir pour moi à l'inverse. C'est-à-dire vous demander ce pourquoi vous êtes doué, ce qui résonne profondément avec vous et ce qui vous demande aucun effort parce que vous êtes déjà comme ça. Et à partir de ce que vous êtes, construire en fait votre marché et pas faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller chercher avec qui je pourrais travailler. Ça, c'est génial si vous vous connaissez un minimum. Mais si vous ne vous connaissez pas suffisamment, c'est la meilleure façon de se perdre. Parce que vous allez chercher très très large. Tandis que là, en partant de vous, ça ferme des portes, ça précise en fait des domaines d'activité dans lesquels vous êtes naturellement fort et forte. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc une fois que vous avez en fait votre cartographie de votre profil, vous allez pouvoir mettre en face la cartographie du marché. Voilà, comme ça vous savez en fait en termes de business là où vous êtes bon. Ensuite, c'est là où ça va devenir encore plus intéressant. C'est qu'à partir de ça, vous allez pouvoir bâtir des offres. On y reviendra un peu plus là-dessus dans l'épisode du coup numéro 3, donc n'hésitez pas à suivre la série. Mais là, du coup, ce qu'on va discuter, c'est la partie plus mode de vie. Alors, sur la brique, sur le mode de vie. Une fois que vous avez votre vision plutôt côté business, entrepreneuriat, vous allez vous intéresser à votre mode de vie. Parce que oui, en fait, une entreprise, vous pouvez avoir 2 entreprises qui, à la base, travaillent par exemple sur l'intelligence collective, mais comme votre mode de vie personnel est différent, vous allez avoir 2 entreprises différentes. Par exemple, Sophie, elle veut faire de l'intelligence collective pour des entreprises, et du coup, le mode de vie qu'elle va avoir, c'est pouvoir voyager autant qu'elle veut dans le monde. Vous pouvez être sûr que son entreprise, elle a intérêt à être hyper mobile et pas être attachée à un territoire, ou avoir une dimension internationale très rapidement. Tandis que Marc, lui, il est plutôt dans une logique toujours de travailler en intelligence collective avec des entreprises, mais par contre, lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de se dire « Ah bah moi, ce que je veux plutôt, c'est vraiment accompagner les entreprises de ma région et j'aimerais bien aussi avoir un petit chalet dans la montagne et tout. » Donc là, vous êtes plutôt sur un fonctionnement local et donc il va être intéressant de voir comment son entreprise s'ancre aussi physiquement dans le territoire. Peut-être qu'elle a des locaux, des espaces d'intelligence collective, peut-être que du coup, elle fait des formations en présentiel. Donc votre mode de vie est vraiment, s'il vous plaît, questionnez-vous là-dessus, détermine le modèle de votre entreprise. Parce que sinon, vous allez vous construire une entreprise bourbier.
Et ouais, il faut que je vous le dise. Clairement, le problème, c'est pas de bâtir une entreprise. Vous allez finir par réussir par bâtir une entreprise. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, à quoi ça sert d'avoir une entreprise où vous êtes coincé dedans à travailler 60 heures semaine, alors qu'en fait, vous, votre kiff, c'est de voyager? Quel intérêt? Je sais pas, mais je trouve que c'est très étrange, en fait, de concevoir une entreprise qui est en fait une sorte de prison, qui est potentiellement pire que du salariat. Sachant que dans le salariat, on peut vraiment kiffer aussi des choses, mais il y a des trucs dans le salariat qui vous contraignent. Là, vous êtes en train de designer votre propre entreprise. Vous pouvez pas designer un truc qui vous correspond pas. Vous êtes votre premier usager. Il faut penser pour vous. Donc ça, c'est vraiment mes trucs qui me font un peu trigger. Quand je me rends compte un peu de ça et je me dis, mais quand je parle avec des gens, et par exemple, je vous raconte un truc. Je parlais à un moment à quelqu'un et la personne me dit, c'est trop bien, toi t'arrives à voyager en travaillant et tout, j'aimerais trop faire ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais pas? Et elle m'a dit, mais je peux pas, mon entreprise, j'ai mes clients en présentiel, je dois les accompagner, je leur fais des séances de coaching et tout, ça va être compliqué. Et je leur ai dit, mais la visio, ça existe, hein. Fais en visio. Et d'un coup, tu vois, elle s'est dit, ah ouais, bah oui. Si tu fais en visio, tu peux te balader partout. Donc parfois, en fait, on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut. Et je précise ici que c'est pas évident hein, de la trouver. Ça s'affine aussi avec le temps. Mais parfois, il y a juste l'étape 1 qui est jamais faite. C'est juste se demander qu'est-ce que tu veux dans ta vie perso et dans ta vie pro. Et une fois que tu as cette étape-là, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, si on revient sur la question du mode de vie. La question du mode de vie, il va falloir prendre en fait, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est une sorte de roue de la vie avec différentes sphères. Vous avez la sphère par exemple de la santé, la sphère de l'énergie, comment vous vous sentez, la charge mentale. Vous avez la sphère par exemple relation. Et bien en fait, toutes ces sphères-là, il faut identifier en fait dans ces sphères-là, quel est votre mode de vie. Parce que si, par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt un entrepreneur qui a besoin de parler avec beaucoup de personnes, de côtoyer des gens régulièrement, et bien votre modèle d'entreprise, il ne faut pas que ça soit en fait sur le long terme un solo business. Il faut que ça soit plus une entreprise qui soit partenariale ou une coopérative sur le long terme. Au démarrage, c'est pas grave, mais sur le long terme, si foncièrement vous aimez les gens, et vous avez envie de les voir, de discuter, d'interagir avec eux, c'est ce qui vous drive, il va falloir en fait faire un pivot progressif. Également, si vous êtes plutôt en mode tranquille, moi ça me gêne pas de voir personne, ou 2-3 fois mes clients par semaine, faites soyez solopreneur, clairement. Restez tranquille chez vous et limitez le nombre de réunions, tous les formats qui vont en fait vous drainer parce que vous allez voir trop de monde. Ça c'est le côté plutôt introverti par exemple, et tout à l'heure c'était l'extraverti. Donc, l'enjeu de cet épisode, c'était vraiment de vous expliquer comment vous allez pouvoir, à partir de votre vision et du mode de vie que vous voulez avoir, réfléchir à comment bâtir en fait une entreprise à votre service. Et une fois qu'en fait vous savez ce que vous voulez, vous utilisez vos compétences de design en vous demandant comment je parviens à cumuler les deux. Et surtout dans cette étape, ne vous mettez pas de barrière. Parce que souvent, le comment, il existe, le moyen est possible. Mais parfois, on a tellement en fait de barrières mentales qu'on n'ose pas rêver grand, qu'on n'ose pas ouvrir le champ des possibles. Et je me répète encore un peu, mais n'oubliez pas, le plus dur, c'est pas de faire grandir votre entreprise. Parce que on va dire que si vous appliquez en fait les conseils business qu'on voit un petit peu partout, ou que vous arrivez à avoir en fait des clients, ça c'est pas compliqué, vous allez y arriver. C'est surtout comment vous faites pour qu'elle corresponde à votre mode de vie. Et ça, le pivot, quand vous êtes dans une entreprise où vous travaillez 60 heures semaine et que derrière, vous n'arrivez pas à pivoter, à changer son modèle, parce que, comme on dit, on détruit pas on détruit pas la main qui nous nourrit. Hein. Vous n'allez pas détricoter votre business d'un coup comme ça. C'est pas évident, en fait, quand ça fait plusieurs années que vous en vivez mais que vous travaillez tout le temps, vous n'allez pas pouvoir le détricoter comme ça marche pas en fait. Ça va prendre du temps, ça va être aussi éprouvant parce que ça va nécessiter que vous cassiez certains schémas de pensée. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à le penser dès le départ, c'est tellement plus facile. Ou quand vous êtes encore au début et que vous avez
pas mal de marge de flexibilité. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de répondre à quelques questions. Parce que pendant ma rencontre trimestrielle, oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris les rencontres trimestrielles pour qu'on puisse du coup échanger ensemble. C'est un groupe d'entraide et de temps en temps aussi, je vous fais des masterclass pour répondre à vos questions. Et là, c'était plutôt sous la forme d'une session de travail. C'était cool vu qu'on était en petit groupe. Et il y a eu des questions qui ont été posées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions. Comme ça permettra que vous puissiez aussi en bénéficier. Alors, il y avait la question de faut-il se positionner sur un marché de niche ou rester assez global pour viser plus de clients? Alors, j'adore cette question parce que moi aussi, au début, je ne savais pas trop. Et pour vous donner un exemple avec design et collectivité, par exemple, le fait d'adresser à la fois les entrepreneurs, de pouvoir aussi toucher des étudiants et aussi des personnes en recherche d'emploi, ça reste un marché large, en fait, faut vous dire. Alors que pourtant, je m'adresse aux designers et acteurs de l'innovation sociale. Ça reste large, en fait, dans les faits, en termes de niche. Pour répondre précisément, ce que je vous dirais, c'est d'adresser un problème et un besoin clair d'une cible. Moi, mon besoin clair de la cible que j'adresse, par exemple, c'est de travailler l'évolution professionnelle. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est cohérent pour moi d'avoir à la fois les entrepreneurs et à la fois, en fait, les personnes en recherche d'emploi. Parce que du coup, le premier emploi ou trouver un emploi, pour moi, c'est un moyen de travailler l'évolution professionnelle. C'est ma clé d'entrée. Et pareil pour l'entrepreneuriat, qui est un moyen de travailler là-dessus. Donc, identifier un problème clair de votre cible. Par exemple, le problème clair de ma cible que j'adresse, c'est que c'est souvent des personnes multipotentielles, multipassionnées, souvent aussi neuroatypiques, qui ont besoin en fait de gagner en confiance en elles et en légitimité pour pouvoir oser être pleinement elles-mêmes et développer leur ambition. C'est ça en fait ma cible. C'est plutôt ce profil-là avec lequel j'aime travailler parce que on a des appétences, mais de deux, en fait, ça me permet d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir challenger en fait les représentations pour viser des choses qui sont vraiment très sympas et attirer des opportunités qui sont pas juste je trouve un travail ou je bâtis une entreprise. C'est on va kiffer vraiment, on va bâtir une entreprise, ça sera un phénix notre entreprise, elle va être bien placée sur son marché, être reconnue, voilà, c'est élever l'ambition, c'est challengeant pour les clients et aussi pour les personnes que j'accompagne. Et du coup, sur cette question de niche, pour repréciser un autre truc, utiliser les méthodologies de design. En fait, vous allez par exemple utiliser les personas, identifier quelle est en fait la problématique récurrente que vous allez pouvoir adresser, quel est le marché. Et oui, je mets un warning tout de suite, dire que vous voulez accompagner des PME pour travailler sur leur signalétique en graphisme, c'est pas précis, c'est pas une niche en fait, ça, c'est trop large et trop flou. Par exemple, vous allez pouvoir dire moi je travaille sur la valorisation en fait et redonner de l'estime grâce en fait au design graphique. Et là, c'est un peu plus précis parce que vous allez vous intéresser aux TPE-PME dont par exemple leurs clients ont besoin d'avoir confiance soit dans leur service, soit d'avoir de nouveau confiance en eux-mêmes. Et du coup, grâce à ce ciblage, vous allez pouvoir trouver des clients parce que votre discours sera beaucoup plus en adéquation. Parfois, en fait, il vaut mieux cibler une typologie de client, vraiment bien comprendre son mode de pensée, les difficultés rencontrées, et après élargir un petit peu plus. Ça vous évite en fait de vous perdre et de parler à tout le monde et du coup de parler à personne. Voilà. Et du coup, une autre question, c'était comment penser les mots et les messages qui vivent vraiment avec ta propre singularité? J'adore cette question parce que ça revient à la vision. On a tous en fait une vision qui est là. C'est juste que parfois on n'est pas totalement conscient de l'intégralité de notre vision. C'est-à-dire qu'elle est partielle, comme je disais un peu précédemment. Il y a en fait un axe dominant qui va du coup être très visible et souvent perceptible. Mais les autres axes que vous utilisez dans votre vie personnelle, qui sont par exemple des axes autour de l'attention à l'autre, des axes qui vont être votre créativité, votre besoin d'expérimentation, ça, généralement, c'est pas pris en compte. Et c'est problématique parce que pour votre entreprise, on a besoin de toutes vos dimensions pour construire des services de dingue. Voilà. Et du coup, sur les messages, une fois que vous avez votre vision un peu plus claire, vous allez identifier vos mots-clés. Quels sont les mots-clés que vous adorez dire? Par exemple, moi j'adore les mots-clés comme transdisciplinarité, transculturalité, des choses comme ça, ou dans mon discours, vous allez m'entendre souvent le dire. Oser, casser ses limites, vous voyez? Une fois que vous avez les mots-clés, ça va vous permettre aussi de développer en fait
un langage, un branding qui soit propre à votre entreprise ou à votre structure, ou personal branding, c'est plutôt plaqué sur un individu. Après, vous allez pouvoir travailler sur un slogan. C'est quoi votre phrase d'accroche? Par exemple, celle de Design et Collectivité, c'est construire une carrière créative qui a du sens. Ça, c'est le slogan de Design et Collectivité. Tandis que pour d'autres structures, ce qui va être pas mal aussi, c'est de faire une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, ça vous permet d'expliquer de façon très rapide en fait ce que vous faites, comment vous vous positionnez dans le secteur. Donc déjà, en fait, vous avez un peu des astuces plutôt narratives ou marketing pour pouvoir vous positionner et raconter ce que vous faites. Et après, la question que je vais vous retourner, c'est sur quoi vous voulez avoir un impact? Pourquoi et comment? Parce que la singularité, du coup, elle se trouve à la fois dans ce que vous êtes, mais dans le sujet que vous voulez traiter. Et donc, il faut vous demander qu'est-ce que vous voulez traiter, sur quoi vous voulez travailler vraiment profondément. Et une fois que vous savez précisément, votre singularité se situe à l'intersection entre vous et le sujet que vous abordez et que vous essayez de résoudre. Pareil, parmi les autres sujets que j'adore et qui a été posé comme question, c'est: est-il nécessaire et presque obligatoire de communiquer sur LinkedIn avec plusieurs postes personnels quand on est freelance? Vraie stratégie de com, mais on lit toujours la même chose aujourd'hui, je trouve. Comment se différencier? Alors, déjà, moi je considère que c'est pas obligé de communiquer sur LinkedIn. Alors, je précise aussi quelque chose, avant que certains commencent à paniquer. Alors, déjà, en fait, il faut, pour moi, la première chose à trouver, c'est quel est votre canal. Naturellement, on a un canal avec lequel on est naturellement doué. Vous avez compris que mon approche, c'est d'utiliser vos atouts avant d'aller vous challenger sur des trucs avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Parce que je trouve que c'est plus difficile de challenger quelqu'un en dehors de sa zone de confort que de rester dans sa zone de confort, de sécuriser, de bâtir un socle large, solide, et après d'aller se dire wouhou, on va faire des posts 7 fois par semaine sur LinkedIn. Donc, identifiez vos atouts. Par exemple, il y a des personnes qui sont très éloquentes. Si vous êtes une personne qui a plutôt une éloquence naturelle, il va falloir utiliser un canal de ce type-là. C'est-à-dire, par exemple, faire des conférences, des podcasts, utiliser votre voix. Si vous êtes plutôt quelqu'un de relationnel, et bien dans ce cas-là, faites des rencontres, ayez des petits créneaux café-rencontre, invitez les gens, petits tips, vraiment ce tips-là, notez-le et vraiment testez-le, ça fonctionne très bien. Vous allez par exemple organiser une rencontre. Vous allez vous dire, ok, j'invite 2 personnes. Ces 2 personnes, vous allez leur demander d'inviter elles-mêmes 2 autres personnes. Et juste grâce à ça, ça va vous permettre de développer votre réseau. Vous pouvez aussi avoir des rencontres thématiques. Là, par exemple, c'était sur entreprendre grâce au design. Vous pouvez aussi vous dire que c'est une rencontre plutôt, on va dire, ciblée ou plutôt business, avec un intérêt derrière. N'hésitez pas, en fait, à thématiser vos rencontres ou à les ajuster par rapport à vos besoins. Je précise qu'aussi, petit 1, quand on rencontre les gens, on n'essaie pas tout de suite de leur vendre quelque chose. Ça ne marchera pas, parce qu'il y a besoin de créer de la confiance. Donc, déjà, communiquer grâce à vos atouts. Si c'est du visuel, en fait, vous pouvez, par exemple, au lieu de faire des posts écrits, utiliser par exemple Instagram ou le réseau social sur lequel est votre cible, avec en fait un outil visuel, des schémas, des diagrammes, des choses comme ça qui vous correspondent mieux. Et enfin, par rapport à LinkedIn, je pense que c'est quand même intéressant d'être sur LinkedIn parce que si vous faites du business et de l'entrepreneuriat, en fait, les gens s'attendent aussi à utiliser cette plateforme dans ce sens. C'est une plateforme professionnelle par rapport à Instagram et TikTok où les gens y sont en tant qu'individus particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas forcément se dire « Alors, je vais sur Instagram pour regarder en fait des conseils sur la comptabilité ». C'est pas, on va dire, le canal le plus évident. Il y en a qui le font, mais c'est moins évident vu que les gens sont souvent dans une logique plus de divertissement, tandis qu'avec LinkedIn, il y a un côté plus professionnel. Du coup, par rapport au post LinkedIn, en soi, c'est pas le post le problème. Il faut vous dire que vous allez essayer d'identifier un deuxième objectif pour vous faire kiffer sur le long terme. Le premier objectif, en fait, si vous êtes toujours sur « faut que je publie », c'est relou. En plus, c'est répétitif comme objectif, quel intérêt ? Vous allez du coup vous épuiser sur le long terme. Le meilleur objectif que vous pouvez avoir, c'est de vous dire quelles compétences je veux développer.
En quoi le fait de poster m'aide à renforcer mon expertise ou à faire quelque chose que j'aime. Et en fait, il faut associer le fait de publier du contenu avec quelque chose que vous aimez. Je vais vous donner un exemple très concret. J'adore écrire. Du coup, quand je fais des publications sur LinkedIn, pour moi, c'est plus un moyen de développer mon style d'écriture, sachant que j'ai un troisième objectif par la suite. Donc, pour vous expliquer, mon premier objectif, c'est par exemple de publier sur les réseaux sociaux, développer mon entreprise. Mon deuxième objectif, c'est d'améliorer mon style d'écriture et mes compétences aussi rédactionnelles. Voilà, tout simplement. Et mon troisième objectif, c'est qu'à terme, grâce à tout le contenu que j'aurai publié, en le capitalisant, en le remettant en forme, ça me permet d'écrire un livre. Donc là, je vous ai fait un truc avec 3 objectifs, mais déjà, ayez un objectif pour votre entreprise et un objectif plus pour vous à titre personnel, développement de compétences, ou par exemple, quelque chose qui vous fait kiffer. Ça vous permettra aussi de tenir et de moins voir, on va dire, la publication sur les réseaux sociaux comme oh là là, faut absolument qu'il y ait des gens qui like ou sinon j'ai tout raté, mais comme quelque chose qui vous permet d'être bien, quand bien même il y a une personne qui like, quand bien même il y en a 10 en fait qui ont interrogé ou 10 000. Voilà, c'est un point important parce que trop souvent je trouve qu'on a un mono-objectif sur LinkedIn qui fait qu'on s'épuise et qu'on ne tient pas sur la durée. Et je vous dis ça alors que je suis une personne qui publie du coup 7 fois, même 8 fois, hein, si on compte... Ouais, si je compte ma page personnelle et mon compte design et collectivité, ça fait 8 fois par semaine que je publie en fait. Donc ouais, je publie vraiment beaucoup de contenu, en plus des podcasts, de la chaîne YouTube, du site internet. Moi j'adore, vu que c'est dans mon axe de la transmission, donc ça me fatigue pas de produire du contenu. Mais voilà, si c'était juste pour les likes, je pense que j'aurais arrêté très vite. Et ça fait plusieurs années que je le fais. Je sais plus si c'est 3 ans ou 4 ans pour rien vous cacher, hein, j'ai oublié à force. Hein. Mais bon, voilà, ce que je veux vous dire, c'est penser plus grand. Ne pensez pas à court terme, pensez à long terme. Et la dernière question du coup auquel je vais pouvoir répondre, c'est la question qui a été posée sur la légitimité. Comment se sentir légitime et partager une vision différente du design. Donc, alors, j'ai fait une chronique d'une designer sociale dessus, donc c'est sur la chaîne YouTube, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais pour répondre très rapidement à cette question, la première chose, c'est que la légitimité, ça se prend. Il faut arrêter de laisser le pouvoir aux autres. Je veux dire que... imaginez quelqu'un vous dit t'es pas légitime pour être designer, vous faites quoi? Vous changez de métier? Vous arrêtez ce que vous faites ou... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La légitimité, ça se prend par des actions. Vous allez en fait vous considérer légitime en faisant des choses qui vont dans le sens de ce que vous voulez concrétiser. J'aime aussi dire que la légitimité ne peut pas être bâtie par rapport au regard des autres. Elle est bâtie par rapport à votre propre regard, ou sinon c'est une légitimité qui est faible. Et je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais la légitimité académique, pour moi, rentre dans la même catégorie que la légitimité sur le regard des autres. Donc je trouve que c'est bien d'avoir une validation académique de ce que vous faites, par exemple d'un point de vue recherche, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême de ne pouvoir exister qu'au travers de ça. C'est-à-dire que si vos travaux, vos réflexions ne sont pas validés par autrui, comment vous faites? Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça marche pas. Donc, sur la question de la légitimité, il va être important de bâtir une légitimité interne, donc qui vous est propre. Et du coup, pour ça, en fait, il faut déconstruire en fait vos pensées limitantes. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de vous dire que vous êtes légitime pour parler du design ou de tel sujet? C'est parce que personne ne parle de ce sujet-là ou de cette façon-là. Ben ouais, mais parce que peut-être que personne n'ose. Et du coup, si personne n'ose, ben en fait, les autres, ils n'osent pas non plus. Et donc, c'est là l'enjeu, ça va être de pouvoir amener une vision différente. Ce que je voulais vous dire du coup pour ce podcast, c'est que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a enthousiasmé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez un petit peu les bails de ce côté-là. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous voulez un peu de soutien ou participer aux prochaines rencontres, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires, normalement, ou dans la description. J'aurais mis en fait le lien vers
faire la newsletter. Et dans la newsletter, du coup, je donne toutes les infos sur les rencontres. Trop hâte de vous revoir pour un épisode 2 où on va parler de la gestion du temps et du modèle économique. Oh là 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 là! J'ai hâte de vous raconter ça parce que en design, on peut trop faire des dingueries en termes de modèle économique. Mais souvent, on pense petit, classique, et ça donne pas des bonnes choses. Voilà, je vous embrasse et hâte de vous revoir pour un nouvel épisode.